Quand je réalisé que mon élève muet avait parlé tout du long. J'étais en train de nettoyer des pinceaux après mon cours d'art plastique, quand la directrice est entrée avec un petit garçon. Elle a dit: voici Théo, il rejoint ta classe demain. Il est incapable de parler depuis sa naissance, une maladie neurologique rare. Elle m'a tendu ce dossier médical épais, rempli de documents. Ses parents l'ont inscrit ici, en espérant que l'art pourrait l'aider à s'exprimer. Le gamin avait l'air vraiment pâle, et beaucoup trop maigre pour un enfant de 8 ans. Quand je lui ai souri pour être accueillante, il a carrément reculé brusquement, ce qui m'a paru bizarre, mais je me suis dit qu'il était juste timide. La directrice a mentionné: sa mère insiste pour rester au premier cours. Elle est très protectrice. Le lendemain matin, la mère de Théo s'est présentée habillée comme si elle allait à une réunion d'affaires, pas pour déposer son enfant à un cours d'art. Elle a immédiatement annoncé: s'il a l'air contrarié, appelez-moi tout de suite. Il a des besoins alimentaires spéciaux et ne peut manger que ce que je lui prépare. Elle l'a regardé déballer son déjeuner avec une intensité qui semblait excessive. Mais je me suis dit que c'était peut-être juste une mère anxieuse. Quand Théo a commencé à peindre sans même que je donne d'instructions, il a fait une maison grise avec de l'herbe violette. Sa mère a souri et dit: il est tellement créatif. Mais son sourire n'atteignait jamais ses yeux. À chaque cours, Théo peignait cette maison grise mais avec des couleurs qui n'avaient aucun sens. De l'herbe violette un jour, un ciel orange le suivant, puis un chien indigo dont personne ne parlait. Mes autres élèves n'arrêtaient pas de le faire remarquer en riant, disant des trucs comme: ton herbe est violette. Mais Théo ne répondait jamais ni ne changeait quoi que ce soit. Même quand je le corrigeais gentiment et lui montrais la peinture verte pour l'herbe, il hochait la tête, mais continuait quand même à utiliser du violet. Il continuait juste à peindre, avec cette concentration intense qui semblait étrange pour un enfant de son âge. Après 3 semaines de cours, j'ai remarqué qu'il avait l'air plus maigre, ce qui n'avait pas de sens sur une période si courte. Il pouvait à peine tenir le pinceau stable. À la 4e semaine, le gamin pouvait à peine se tenir droit sur sa chaise. J'ai demandé à sa mère quand elle est venue le chercher. Elle a expliqué: les médecins disent que c'est une évolution normale pour sa maladie. J'ai essayé d'appeler les services de protection de l'enfance après cette conversation, mais ils ont dit que, sans bleu ou preuve concrète, ils ne pouvaient pas enquêter. Les peintures devenaient de plus en plus étranges, avec de l'herbe rose et des cieux lavandes et des soleils émeraudes, pendant que Théo avait l'air de plus en plus mal, avec ses cernes sous les yeux qui semblaient presque noirs. Après avoir peint une toile avec des nuages bordeaux et de la pluie ultraviolette, il ne s'est pas présenté pendant toute une semaine. Quand il est finalement revenu, sa mère le soutenait pratiquement alors qu'ils entraient. Elle a dit gentiment: ils ont ajusté son traitement. Mais dès qu'elle est partie, Théo a attrapé son pinceau et a commencé à peindre frénétiquement, comme s'il manquait de temps. J'avais gardé toutes ces peintures dans mon placard et maintenant j'en avais 15. Après l'école, un jour, je les ai toutes étalées sur mon bureau et j'ai commencé à regarder chaque couleur incorrecte parce que le motif était trop cohérent pour être aléatoire. Le violet apparaissait 8 fois, l'orange 6 fois, toujours sur des objets spécifiques et jamais sur la maison elle-même. La directrice est passée et m'a demandé ce que je faisais. Je lui ai dit que ce gamin était en train de mourir devant nous et je lui ai montré les peintures. C'est à ce moment que mon téléphone a sonné et c'était la mère de Théo avec cette voix mielleuse disant que Théo ne reviendrait plus parce qu'ils envisageaient une hospitalisation permanente. Je fixais ces peintures en sachant que je ratais quelque chose de crucial et que si je ne le comprenais pas rapidement, ce gamin allait disparaître pour toujours. J'ai noté juste les premières lettres de chaque couleur incorrecte et soudain tout s'est mis en place quand j'ai vu que ça formait poison. J'ai renversé mon café en attrapant la peinture suivante et j'ai vu pitié. Je pouvais à peine me concentrer en décodant les suivantes. Aide, puis mal, puis celle qui m'a fait paniquer. Demain fini. La maladie médicale était fausse et il l'empoisonnait à la maison pour le garder silencieux. C'est pour ça qu'elle contrôlait si strictement sa nourriture. C'est pour ça qu'il devenait de plus en plus malade entre les cours. Je pleurais et composais le 17 en même temps, hurlant dans le téléphone. Un enfant est systématiquement empoisonné par ses parents. Il l'a épelé dans des peintures. Il l'emmène demain pour le laisser mourir. L'opérateur a entendu à quel point j'étais hystérique et a envoyé tout le monde immédiatement. Quand ils sont arrivés, je faisais les 100 pas en serrant les peintures et en sanglotant. Regardez ce qu'il essayait de nous dire. L'inspecteur a regardé les peintures et le code de couleur que j'avais compris et toute son expression a changé. Ils ont foncé chez Théo pendant que je restais là à prier pour qu'on ne soit pas arrivé trop tard. Ils l'ont trouvé inconscient dans sa chambre. Son organisme était plein de sédatifs et de produits chimiques ménagers qu'il lui donnait depuis des années. Ses parents ont été condamnés à la perpétuité pour tentative de meurtre et maltraitance d'enfants.